crazy mother. Alors, trois choses que je corrige. J'ai pas été évincé, j'ai été scandaleusement écarté pour des raisons politiques. Deuxièmement, j'avais mes parrainages. J'ai expliqué ça 100 fois, j'avais déposé 31 parrainages, il y en avait 17, il y avait 4 cases fléchées. Dans une des cases fléchées, il en fallait 15, j'en ai déposé 17. Et pour tout préciser, il y en avait 7 titulaires, 7 suppléants et 3 membres de commission, ça faisait le compte, mais ils ne retenaient que les titulaires. Donc ça servait à faire barrage de toute façon, est-ce que je sois dans la liste. Et aussi, il y en avait 3 qui, eux, n'avaient pas de parrainage, ont été retenus dans la liste. Et par ailleurs, Cambadélis avait proposé à des gens de venir sans parrainage, ce qui prouve que ça n'avait rien à voir avec une question statutaire, c'était une volonté politique de faire que je ne parle pas. J'aurais gagné, j'aurais été devant, évidemment, c'est ce qu'ils redoutaient. Il faut lire le Canard enchaîné, il disait « Filoche leur fout la pétoche ». C'était ça, je plaisante à peine, voilà, bon. Dans le débat, j'aurais à coup sûr défendu un peu plus fortement les droits des salariés avec plus de vigueur que tous. J'étais un peu dissonant, j'étais le seul qui n'était pas ministre, mais j'étais le plus ancien des militants. J'aurais bien aimé être sur le tableau, mais ça fait rien, j'ai déjà décidé de me présenter à la prochaine présidentielle. Simplement parce que je milite depuis 53 ans, 54 maintenant cette année, on compte 17. Et au début, quand j'étais très jeune dans la région rouennaise, j'ai adhéré au Parti communiste, à l'Union des étudiants communistes. Et à l'époque, c'était un peu stalinien, disons-le comme il faut. Et je me suis fait exclure, comme beaucoup de jeunes de l'époque, un peu avant mai 68 et après 68. Donc j'ai fondé à l'époque les Jeunesses communistes révolutionnaires, la Ligue communiste révolutionnaire. Et pendant une trentaine d'années, vu que je l'avais co-créé, j'y tenais. Mais en même temps, j'avais quelque chose qui me revenait toujours dans la tête et qui, pour moi, est toujours déterminant, c'est qu'il fallait l'unité de la gauche. Et j'étais même minoritaire dans l'organisation que j'avais créée à l'époque, parce que j'étais pour l'unité de la gauche. Et donc quand on a décidé qu'on ne pouvait plus, je vous la fais courte, hein, parce qu'il y a la chute du mur de Berlin, hein, en même temps qu'à la fin de la gauche sous Mitterrand, quoi. On est en 93-94. On a pris une décision qui n'est pas individuelle, qui est collective, à l'époque, d'adhérer au Parti socialiste. On l'a fait quand Henri Emmanuelli était premier secrétaire et quand il s'apprêtait à défendre les 35 heures sans perte de salaire, ce qui ensuite a été repris par Lionel Jospin. Et donc nous avons tous adhéré au Parti socialiste et je n'ai pas de décision individuelle, moi. Je suis dans un collectif, dans la gauche socialiste, avec une revue qui s'appelle Démocratie et Socialiste, qui existe depuis 24 ans et qui défend une orientation politique. Et nous avons obtenu au dernier congrès quelque chose comme 25 000 voix et 30% des voix. D'ailleurs en coalition avec Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Arnaud Montebourg et quelques autres encore. Et donc, je vous dis ça parce qu'on me dit « Qu'est-ce que vous faites au Parti socialiste ?» Mais j'y défends une politique que tout le monde connaît et dont on va parler ensuite. Et ensuite, je ne vois pas pourquoi on ne les défendrait pas, parce que cette politique, il faut la défendre partout dans la société. Et ensuite, je ne vois pas pourquoi on me pose la question à moi, parce que les autres partis n'ont pas fait mieux. Si les gens hors du Parti socialiste me disent « J'ai fait mieux que toi », mais je les rejoindrais tout de suite. Par contre, moi, je gagne pas, mais on a progressé. Et vous me posez en plus la question à un moment crucial, puisqu'il se peut qu'en faisant élire Benoît Hamon dimanche 29 janvier, enfin, on batte l'aile droite du Parti socialiste et qu'enfin, le combat qu'on mène depuis 24 ans puisse commencer à aboutir. Il mérite toujours 5% à mon avis, hein. Mais il a bondi parce que Hollande l'a nommé Premier ministre. C'était une erreur de casting, bien sûr. C'était une erreur politique, et c'est d'ailleurs tout ça qui est payé, soldé avec le triste échec du quinquennat.
que Valls a incarné. Alors, une fois qu'il est Premier ministre, les médias le font mousser et le propulsent pour que ça continue comme ça, parce que la politique de Hollande appelait bien aux milliardaires qui dirigent nos grands médias. Donc ça fait progresser Valls, qui est passé de 5 à 30% d'intention de vote. Mais attention, hein, il a quand même été battu là. Oui, bon. oui. Alors j'espère que ça va être confirmé dimanche. Mais il faut quand même examiner. Quand il s'est déclaré après le retrait de François Hollande, il était donné à 43%. Hein. Il a eu tous les médias à nouveau, etc. Et il est aux deuxième place, là, derrière Benoît Hamon, à 31. C'est déjà un échec. Bon, en vérité, il va revenir au rang qu'il n'aurait jamais dû quitter. Et je milite ici, ce soir, et jusqu'à la fin de la semaine, objectif 29 janvier pour que Valls soit vraiment battu, et avec lui l'aile droite du Parti Socialiste, avec lui ce qu'on appelle les blairistes, hein, c'est-à-dire les sociaux-libéraux. C'est l'occasion de les battre, de se débarrasser de ceux qui nous ont fait la loi El Khomri, de ceux qui nous ont fait des 49.3, de ceux qui ont donné 41 milliards aux grandes entreprises au lieu de nous les donner à nous, les salariés qui produisons les richesses. Moi, je suis davantage pour un salaire pour tous, et je suis pour qu'il y ait un travail pour tous. Donc là, on a une nuance qui est intéressante à mettre sur la table. Avec Benoît, lui, il dit que le travail se raréfie. Je suis obligé de vous le dire vite. Moi, je ne le pense pas. Je pense que le travail est une comète en expansion infinie, et qu'il y en a pour tout le monde si on le partage. Et donc, je suis pour le partage du travail, c'est-à-dire pour dire 32 heures. Attention, hein, pour que les gens comprennent bien, un jour, ça sera 28 heures. Un jour, ça sera 24 heures. C'est l'idée générale, au fur et à mesure que les technologies se développent, qu'on est passé de la machinisation, la numérisation, aujourd'hui, en passant par l'informatisation. Est-ce que ça a supprimé les emplois? Non. En France, on est passé de 9 millions de salariés du privé au moment du Front populaire, aujourd'hui, enfin, à 17 millions et demi. Donc en vérité, tout ce qui a été moderne n'a pas supprimé d'emplois. Ça a créé de nouveaux emplois, et ça s'est additionné. Et l'activité humaine crée effectivement de cette façon-là de nouveaux emplois. Donc je ne crois pas que le travail se raréfie. Et ensuite, il y a un problème après qui se pose. C'est là mon point de désaccord avec une certaine forme de présentation du revenu universel, si vous voulez bien m'entendre. C'est que si on dit que le revenu qu'on va donner à ceux qui en ont besoin, les jeunes, et aussi les plus âgés, parce qu'il faut une allocation dépendance, que je n'ai pas le temps d'aborder. S'il faut, on doit le faire, c'est comment il est financé. Ce n'est pas tellement qui finance. Comment? S'il est financé par l'impôt, oui, c'est qui finance? C'est tous ceux qui payent l'impôt. Donc ça devient les salariés qui se payent entre eux un revenu minima, quoi. Mais si les salariés se mettent par l'impôt à se payer entre eux un revenu minima, les patrons, les banquiers, les actionnaires vont dire « T'as déjà 750 €, je t'embauche, je te donne 750, puis tu te débrouilles avec ça pour tout le reste de ta vie. » Et là, je ne suis pas d'accord. Je veux que la protection sociale soit payée par les actionnaires, les rentiers, la rente et la finance et les patrons. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, sur la feuille de paye, je trouve que c'est supérieur au revenu universel. Et les gens ne le savent pas bien, ils ne font pas attention, mais il y a le salaire brut et il y a le salaire net. Le salaire net, c'est ce qu'on a pour vivre tout de suite, mais le salaire brut, c'est ce qu'on a pour revivre. C'est-à-dire ce qui vous donne la retraite, l'assurance, tout ce que vous voulez, social, chômage, le logement, les enfants et la maladie et l'accident du travail, c'est dans le salaire brut. Et ça, on a réussi à ce que ce soit payé par les patrons. Je veux que ça finisse d'être payé par les patrons. Et si vous me demandiez de quelle philosophie je me relève plutôt, ce ne serait pas de ceux qui ont inventé le salaire revenu universel. Le revenu universel, c'est Milton Friedman, c'est des libéraux. Hein. Même Carlos Ghosn s'est prononcé pour le revenu universel récemment. Et vous prenez la une du Point ou de l'Express avec Franck-Olivier Gisbert, il vous dit qu'il est pour le revenu universel, etc. Alors il faut bien faire attention, c'est une solution libérale pour laquelle je ne suis pas. Et donc je suis pour que ça soit le salaire pour tous. Et Bernard Friot dit des choses très bien. C'est-à-dire que petit à petit, vous réduisez l'activité sur la vie, vous faites la retraite plus tôt, le départ au travail plus tard, et vous augmentez la partie socialisée du salaire, et c'est comme ça qu'à mon sens, on passe au socialisme. Mais si vous faites la méthode inverse, c'est que vous allégez la feuille de paye brute, et que vous dites on va vous donner par fiscalisation un revenu que vous allez vous partager de base, vous avez changé de système, mais pas forcément dans le bon sens, pas forcément dans le sens de prendre au capital.
Pour moi, le SMIC, il est bloqué depuis 5 ans, ce qui est une des erreurs majeures de la gauche. Et il faut augmenter les salaires. Parce que si on n'augmente pas les salaires, qu'est-ce qui remplace? Les crédits. Mais les crédits, c'est ce qui a fait la bulle financière. Et même aujourd'hui, c'est pas révolutionnaire de dire qu'il faut augmenter les salaires. Une partie des économistes nobélisés, d'ailleurs, disent arrêtez, augmentez les salaires, ils sont trop bas, ils sont bloqués. Et le salaire est la première forme de redistribution. Et maintenant, en France, par exemple, par rapport à l'Europe, nous sommes le 7e pays en matière de SMIC. Le SMIC français est plus bas que l'Irlande, que la Grande-Bretagne, que l'Allemagne, évidemment, que le Luxembourg, que la Belgique, et même maintenant en Espagne, ils vont nous rattraper si ça continue, parce qu'il vient d'y avoir 8%, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui choisissent intelligemment d'augmenter les salaires. Et ça, c'est le cas avec, c'était le cas avec Arnaud Montebourg, c'est le cas avec Benoît Hamon. On est quand même dans une zone assez proche, c'est pour ça qu'on peut se soutenir les uns les autres. Et Benoît Hamon, dans sa proposition, quand on calcule les 10% qu'il propose d'augmenter, ça met un SMIC à 1600. Voilà. Okay. Enfin, d'où ça vient cette histoire? Je veux dire, on ne peut pas... la dernière fois que le PS s'est présenté à une élection, il a eu 6 millions de voix. C'était au régional du 6 décembre 2015. Ça faisait 66% des voix exprimées. Alors, moi, le PS, il a un passif irrattrapable dans les 5 dernières années. Il a perdu les 5 élections. Enfin, il y a 5 ans, il était le parti majoritaire absolu, c'est-à-dire 2 villes sur 3, 61 départements sur 100, 20 régions sur 22, l'Assemblée, le Sénat pour la première fois depuis 200 ans, et la présidence. Donc, évidemment, il a fondu, puisque la politique de Hollande était tellement mauvaise qu'il a fondu. Mais personne n'a pris sa place. Ni dans les villes, ni dans les régions, ni dans les départements. C'est quand même ça qui compte, à la fois pour gagner une élection présidentielle et pour gouverner un pays, parce qu'il y a toutes les intermédiaires et tout le maillage du territoire qui compte. Bon, le PS n'est pas volatilisé comme ça. Il est sanctionné, ce qui est normal à cause de la politique de Hollande. Mais si nous, par exemple, avec Benoît Hamon, la gauche socialiste, nous réussissons à gagner l'élection de dimanche, ça change la donne. Parce que c'est plus le PS Hollande, Valls et Macron, c'est le PS traditionnel, un peu de, c'est prétentieux ce que je vais dire, mais de Jaurès qui revient, un PS de gauche. Bon, et alors Jean-Luc dit, vous n'avez pas le droit de vous présenter. Mais d'où ça vient ça? On est interdit de séjour là, parce qu'on est gauche socialiste. Alors que justement, nous, on a fait notre boulot et que dans le Parti socialiste, il se trouve qu'on peut gagner. Il devrait se réjouir, d'abord au lieu de dire vous ne présentez pas, il devrait se réjouir qu'on gagne. Et ensuite, il devrait dire c'est bienvenu parce qu'il faut additionner des voix. Parce que je sache, même dans les sondages qui le donnent le mieux placé, il est à 12, 13 ou 14%. Mais on ne gagne pas à 14% aujourd'hui. Il faut atteindre 20% pour être au deuxième tour. Plus de 20%. Donc il devrait être réjoui par le fait que Benoît Hamon l'emporte, nous avec, et il devrait dire, comme nous allons lui dire, rencontrons-nous, discutons d'un programme commun. Et que ce programme commun de gouvernement nous permette d'afficher une campagne commune et de trouver une solution pour nous présenter le 23 avril afin de n'être pas battus. Alors, il est apparu presque Jean-Luc, ça m'a étonné comme s'il souhaitait la victoire de Valls. Enfin, si c'est la victoire de Valls, tout le monde est foutu. Parce que Valls, il n'est pas unitaire, c'est pas compatible avec le reste de la gauche. Donc il se présentera de toute façon, il arrivera à 8, 9, 10%, peut-être dans le meilleur des cas. Mélenchon sera à 14 ou 15 dans ce cas-là. Mais ça ne fera toujours pas le taf, parce qu'on sera toujours troisième et éliminé à 20 heures. On pleurera, parce qu'on aura le choix entre Fillon et Le Pen. On ne peut éviter ça que si on se met d'accord. Donc moi, je retourne la question. Jean-Luc, au lieu de nous dire, vous ne présentez pas, réjouis-toi que nous arrivions la gauche socialiste, discutons ensemble d'un programme commun et discutons même le casting. Parce que qui va être président, qui va être Premier ministre? On est tous pour la 6ème République. On ne veut pas gouverner comme Hollande a gouverné. Donc par conséquent, on peut y arriver. C'est la purge, ou alors on s'entend. Ou on est raisonnable et on passe un accord, ou c'est la catastrophe. Il faut écouter Fillon, il y a une séquence, moi je vois que tout le monde la voit sur Internet, il a parlé de Blitzkrieg, la guerre éclair, et il dit qu'en 3 mois, il fait 6 ordonnances, dans lesquelles on perd tout, hein, l'école publique, la sécurité sociale, les salaires, ce qui reste de droit du travail, le droit syndical, tout, en 3 mois il nous pouille.
Et si les gens veulent tenter cette expérience-là, qu'ils la tentent. Il y a des gens qui disent oh ouais, on s'en sortira, on va lutter, on va reconstruire. Mais quand on en prend plein la tête comme ça, et on lutte pas, hein, et on a une défaite, on ne reconstruit rien, et tout le monde dira c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, et ça sera très mauvais. Vaut mieux faire l'unité avant d'avoir perdu que d'en parler après. Parce que pour se faire un programme commun de gouvernement, il faut pas tout le programme de Mélenchon n'y sera pas, tout le programme de Hamon n'y sera pas, et tout le programme de Jadot n'y sera pas. On retiendra ce qui est commun, et on écartera le reste. Et les gens qui disent comment, moi je veux pas, c'est de la magouille, je sais pas, on va couper notre programme, sa cohérence. Enfin c'est ça, ou Fillon. Je veux dire, si on comprend pas ça, alors c'est pas si dur que ça de chercher les 5, 6, 7 points qui mettent tout le monde d'accord. Réforme bancaire, réforme fiscale, le pouvoir au Parlement, vers la 6e République, et on va là-dedans. L'augmentation des salaires, on prend sur les dividendes, on reconstruit le code du travail, on fait une transition écologique. Je vous assure que vous enfermez Mélenchon, Hamon et Jadot pendant 72 heures avec interdiction de sortir tant qu'ils n'ont pas trouvé les 6, 7, 8 points sur lesquels ils sont d'accord, et puis après tout le monde se met derrière. Il y a des gens qui diront oui mais moi j'ai oublié ça, ah mais je tenais ça, mais ça c'est très important. Eh ben non, ils n'auront pas tout. Mais ils auront 6, 7 points, ça sera meilleur que Fillon. Parce qu'avec Fillon, ils auront tout ce qu'ils ne veulent pas. Tandis que la méthode que je propose, elle permet d'avoir quelque chose et d'endiguer la catastrophe qui nous menace. C'est trop long à répondre ça. C'est trop bien. Je suis trop bavard. Lire. La grossièreté. Napoléon et Staline, ça fait deux. Un Français et un autre. Ma devise à moi, là où ça pourrait être original, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Allez, où on le dit la même. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Comme ma mère. Ah, je suis ciné. J'ai même fâché avec Charlie depuis 2008. Je l'achète plus depuis 2008. Et pourtant, je connaissais bien tous ceux qui ont péri dans cette tragédie de l'assassinat. Il y avait des potes très bien. Mais le clash avec Charlie s'est fait quand ils ont exclu Ciné. Et moi, j'ai témoigné pour lui. C'était mon pote Bob Ciné. Donc, de A à Z, je ne suis pas réconcilié. Et à l'époque, l'ami Charb, Ciné disait « Ah, c'est mon fils spirituel », mais après, il ne lui parlait plus jamais parce que Charb l'avait laissé tomber, quoi. Il n'avait pas osé le soutenir contre Val quand ils avaient accusé Ciné d'être odieux, d'être antisémite, comme si Ciné pouvait être comme ça. C'était une patte, cet homme. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Désolé pour un retard. Mais non, mais c'est vrai, je sais pas.